C'est avec grand plaisir que nous avons maintenant par téléphone le directeur de Mythic Games, Léonidas Vesperini. Bonjour Léonidas. Bonjour Xavier. On vous a joint par téléphone pour parler de Mythic Games en général, avec ces deux gros projets. L'un qui va bientôt arriver chez ceux qui ont participé à la campagne. Il s'agit de Mythic Battles Panthéon, une grosse campagne qui a battu son plein l'année dernière entre novembre et décembre, qui a plus que très bien marché et donc les gens seront livrés à la fin de l'année comme prévu et ça c'est génial. Et puis on parlera dans une deuxième partie d'un autre jeu qui va arriver sur Kickstarter en septembre-octobre. Il s'agit de Joan of Arc, qui a un nom plus long puisque c'est Times of Legend Joan of Arc, c'est ça? Time of Legends, Joan of Arc. C'est-à-dire le temps des légendes, Jeanne d'Arc. Voilà. Mais on donne des noms anglais puisque on s'adresse à un marché mondial. Mais commençons par Mythic Battle Panthéon, ce gros projet de jeu de plateau avec de magnifiques figurines qui a battu son plein l'année dernière. Est-ce que vous attendiez à faire, on va dire, un score, je ne sais pas si on peut appeler ça un score, mais une campagne aussi belle et réunir autant de monde? Alors, c'est vrai qu'elle a fonctionné même au-delà de nos espérances. Nous avions de grosses ambitions sur ce jeu et c'est vrai qu'on a énormément préparé la campagne pendant toute l'année qui a précédé, en tournant, en faisant des démos, en commandant un nombre de dessins, de sculptures et en les ayant prêtes. Et on avait réfléchi aussi à la façon d'animer pendant la campagne, justement Kickstarter, tout ça. Et il se trouve qu'on est allé au-delà de nos espoirs. Déjà, il faut savoir que absolument toutes les figurines que nous avions conçues, prévues, ont été offertes ou proposées en add-on, offertes en stretch goal, c'est-à-dire que vous connaissez le principe de Kickstarter. Chaque fois que, en fait, on propose un pack et chaque fois que de nouvelles personnes viennent et donc augmentent la somme de ce qui a été récolté, on libère un cadeau pour tout le monde. Donc une nouvelle figurine, de nouveaux dés, toutes sortes de choses. Eh bien, nous sommes allés au bout du bout de ce qu'on avait prévu. Et ça a été déjà le premier gros succès, puisque la campagne a récolté pratiquement 2,7 millions de dollars, ce qui est déjà énorme. Il faut savoir qu'il n'y a pas tant, il y a peu de campagnes Kickstarter qui font de tels chiffres. Et surtout, ça a été confirmé derrière par ce qu'on appelle le Pledge Manager. Le Pledge Manager, sous ce nom anglais encore une fois, se cache en fait une petite période durant laquelle les gens vont devoir préciser exactement comment ils ont dépensé l'argent qu'ils se sont engagés à payer au moment de la campagne. Parce que pendant la campagne Kickstarter, on dépense de l'argent en fonction de ce qu'on voit, ce qui est présenté, mais on ne détaille pas exactement comment. Et pendant le Pledge Manager, les gens peuvent dire, ah ben voilà, moi j'ai mis, je sais pas, 200 dollars, il y avait 100 dollars pour la boîte de base, 30 dollars pour telle extension, 50 dollars pour telle autre extension, puis le reste j'en mets une partie dans les frais de port, et voilà. Donc pendant le Pledge Manager, donc, non seulement ils précisent ce qu'ils vont dépenser, mais en plus, ils peuvent, pendant cette période, c'est comme une sorte de rab, dire j'augmente, j'achète. Pendant la campagne, j'avais pas les moyens ou je ne comptais pas dépenser plus, mais là, il s'est écoulé 2-3 mois. Je vais rajouter telle extension. J'ai reconstitué ma trésorerie, et ben j'en rajoute. Eh bien, il faut savoir qu'on a fait un carton pendant le Pledge Manager, ce qui est la preuve que les gens ne se sont pas simplement laissés emporter par cette grande campagne, mais que c'est une décision réfléchie. Ils ont adoré le jeu, ils ont confirmé, et on a fait un score énorme pendant le Pledge Manager. Pour dire, on a fait 2 fois plus que ce qu'on avait fait pour une autre campagne qui avait très bien marché, qui était Conan, l'année d'avant, ou il y a 2 ans avant. Donc c'est un succès énorme. Ça nous a du coup demandé beaucoup de travail parce que le fait d'avoir à produire des milliers, voire des dizaines de milliers de boîtes avec autant de références. Il y a ceux qui ont pris ce qu'on appelle le all-in, c'est-à-dire qui ont choisi de tout acheter, vont quand même recevoir au final 25 kilos de matériel, ce qui est énorme pour un jeu. Donc ils n'ont pas acheté un jeu, ils ont acheté une gamme de jeux qui aurait pu sortir sur toute une année. Et donc tout
ça, il a fallu le préparer et ça a été un travail colossal pour toute l'équipe qui nous a pris nos nuits et nos jours, on va dire pratiquement 6 mois entre la fin du Kickstarter et le moment où on a tout livré chez l'imprimeur, sachant que là-dedans, il y avait un mois aussi qui nous a été accaparé par le Pledge Manager, où il y avait beaucoup de boulot aussi. On a fait une petite campagne là aussi avec des vidéos, on a montré aux gens un peu plus de détails. Et là, je peux confirmer que tout est parti, que tout est dans les temps et que tout sera livré, sauf cas de force majeure, s'il y a un bateau qui coule ou quelque chose qu'on ne peut pas prévoir pour l'instant. Mais normalement, si tout se passe tel que prévu sur les plannings avec les fabricants, tout sera livré pour la fin de l'année comme annoncé. Et c'est ça qui est fort, c'est-à-dire que c'est une campagne qui tient ses délais, là où on s'attend des fois à... C'est rare en fait que les campagnes tiennent leurs délais. C'est vrai. On va dire que l'un des défauts de Kickstarter, c'est celui-là. C'est-à-dire que certaines campagnes prennent une telle ampleur et finalement les gens vendent des choses qui ne sont pas encore complètement finalisées. Donc parfois ils ont tendance à être un peu trop optimistes dans leur capacité à tenir les délais. Et donc l'un des reproches qu'on fait souvent à Kickstarter, c'est que les délais ne sont pas tenus, ce qui fait que les gens payent par avance un produit, mais ils ne l'ont même pas dans les délais annoncés. Et là, il semblerait, et je suis très confiant là-dessus, qu'on ait tenu les délais. Et donc, non seulement on aura été un gros Kickstarter qui aura bien marché, mais en plus, on aura la satisfaction d'avoir livré les gens dans les délais annoncés. Est-ce qu'on peut dire que la pré-campagne est très importante? Le fait que vous ayez décidé de faire une sorte de tour du monde, parce que vous êtes même allé aux États-Unis le faire essayer, ce jeu avec déjà des jeux qui étaient prêts. Je me rappelle l'avoir vu à Paris Ludique 2016. Il y avait des décors en 3D, des figurines peintes. On pouvait être plusieurs à essayer. Il y avait plusieurs plateaux pour être essayés. Est-ce que cette campagne est un facteur important d'une campagne qui marche? En tout cas, c'est le pari que nous avons fait. Je pense que avec des moyens, et nous en avons eu, puisque nous avons coédité ce jeu avec Monolith, qui a donc apporté sa puissance financière et son expérience à nos envies, nous, justement d'aller très loin. Eh bien, je pense qu'avec des moyens, on peut faire des produits extrêmement réussis, des belles figurines, un beau packaging, et c'est vrai qu'on fait le maximum pour avoir ce qu'il y a de plus beau. Mais ce qui est plus difficile, je pense, c'est d'avoir un jeu de grande qualité, très profond, énormément testé, et nous, c'est le pari que nous avons fait. Nous pensons que c'est pour la qualité du jeu lui-même, que ce n'est pas juste un beau jeu, mais c'est un très bon jeu, qui fait que les gens qui l'ont essayé sont enthousiastes, en parlent autour d'eux. Cette campagne mondiale, vous l'avez signalé, nous a permis de toucher déjà beaucoup de monde et d'avoir des retours très, très positifs. On n'hésitait d'ailleurs pas, quand certains scénarios étaient mal équilibrés, à les modifier, à les retransformer. On a peaufiné, on va dire, le système et la mécanique jusqu'au bout, jusqu'au terme de ce que nous permettait cette campagne live. Et finalement, ça a bien marché, puisque on a eu ce succès à la fin. Donc, est-ce que c'est la seule explication? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est certain qu'une bonne préparation et le fait d'ouvrir le jeu au public a contribué à ce succès. Et puis on peut parler aussi que pour Mythic Battle, il y a une coopération avec la maison Black Book Edition, puisqu'il y aura le jeu de rôle adapté du jeu qui sera... Ça, c'est également la magie, je dirais, de Kickstarter. Les gens ne se rendent pas compte, mais lors d'une campagne Kickstarter, on pense qu'on prévoit tout, on sait exactement ce qu'on va proposer. Eh bien non, il y a toujours des imprévus, des choses qui viennent se greffer, parfois au dernier moment, qui n'avaient pas été prévues. C'est le cas de Black Book. Black Book est venu nous voir et nous avons finalisé avec eux lors de la Gen Con, quelques mois avant seulement. Ils sont venus nous voir en nous disant qu'ils étaient vraiment, que les visuels, l'univers et la qualité des figurines les touchaient particulièrement, et que ça donnerait, avec tous ces visuels, ça donnerait, et ce contexte, ça donnerait un jeu de rôle fantastique. Donc ils sont venus nous trouver en nous disant, écoutez, nous on est intéressés, on a le savoir-faire, on est une maison sérieuse,
ce dont on ne doutait pas, parce que moi j'apprécie beaucoup ce qu'ils font. Ils avaient un auteur qui était passionné de mythologie grecque, justement. On peut le citer, c'est Romain Duissier. C'est Romain Duissier. Et donc nous avons décidé de nous lancer là-dedans quelques mois seulement avant. C'était pas du tout prévu au départ. Et donc ça s'est rajouté à la campagne. Et il y a d'autres exemples comme ça. Il y a le artbook. Il y a souvent, et même pendant la campagne elle-même, il y a des attentes qui sont formulées par les backers et qu'on essaye de proposer pendant le mois de la campagne. Il peut arriver qu'on travaille sur une figurine ou sur un concept qu'on va rajouter dans la campagne. Donc c'est pour ça que, et c'est la magie, je disais, de Kickstarter, c'est que c'est vivant et le retour des gens compte. C'est-à-dire que ce qu'ils vont nous suggérer, ce qu'ils vont aimer, ce qu'ils vont moins aimer, tout ça on en tient compte et on essaie de faire évoluer quand c'est possible pour leur faire plaisir et pour arriver à un produit qui corresponde encore plus à ce qu'ils attendent. Alors si vous avez le goût de jouer à Mythic Battle Panthéon et que vous n'avez pas participé à cette campagne Kickstarter, il faudra attendre que le jeu arrive sur Internet car il ne sera pas vendu en boutique. C'est le choix que vous avez fait avec Monolith. Oui, absolument. Monolith a une expérience de la vente en boutique pour un jeu, on va dire, similaire en termes de qualité de matériel, qui est Conan. Qui a été un énorme succès sur Kickstarter, mais dont la commercialisation en boutique n'a pas été facile pour l'éditeur, qui n'a pas gagné d'argent, qui en a même peut-être même perdu, vous voyez, alors que c'est un succès, vous voyez. Et ça s'explique par le fait que des produits avec autant de matériel coûtent très très cher si on doit compter tous les intermédiaires. On peut se permettre de faire un produit avec 200 figurines, un matériel pléthorique pour $100 sur Kickstarter parce que justement on se coupe des intermédiaires qui sont la distribution, les boutiques, les frais de port, tout ça n'y est pas dans Kickstarter. Donc ça permet pour le même prix de fournir beaucoup plus de matériel. Si on essaye de garder ce matériel et de le vendre en boutique par les voies classiques, soit la boîte se retrouve à un prix rédhibitoire du double ou du triple, vous voyez, de ce que les gens sont prêts à mettre, soit on réduit ou on limite le contenu de la boîte de base, et à ce moment-là, tous ceux qui ont participé au Kickstarter et qui ont eu 3 fois plus de matériel pour le même prix disent que ça vaut pas le coup, et donc les gens ne sont pas valorisés, vous voyez. Donc c'est une vraie question qui se pose, et suite à cette expérience, nous sommes ralliés à cette politique, et donc Mythic Battles ne sera pas vendu en boutique. En revanche, nous réfléchissons à des moyens de permettre à d'autres gens qui voudraient découvrir ce jeu de se le procurer. Par exemple, il y aura une boutique en ligne que nous ferons, où là il n'y a pas d'intermédiaire, on vend directement aux gens, qui sera certainement créée après la livraison aux backers, parce que c'est normal que les backers soient les premiers à recevoir le jeu, et peut-être que les prix ne sont pas tout à fait les mêmes que sur Kickstarter, et peut-être qu'ils n'auront pas non plus ce qu'on appelle les Kickstarter exclusifs. Donc tout ça c'est à l'étude, on est en train d'y réfléchir. Et par ailleurs, comme nous ferons d'autres campagnes Kickstarter, il n'est pas impossible qu'on repropose, par exemple lors de la suite de Mythic Battles, qu'on repropose le premier Mythic Battles pour ceux qui l'auraient raté. Vous voyez, il y a toutes sortes de possibilités. Vu que nous serons très présents sur Kickstarter, que nous aurons régulièrement des projets, il est possible, par une campagne Kickstarter, de donner accès à des jeux que les gens auraient ratés. Et ce jeu sera livré donc à la fin de l'année pour Noël 2017. On souhaite d'ores et déjà un joyeux Noël à tous ceux qui ont participé à cette campagne et qui attendent le jeu déjà avec impatience parce que il continue à tourner à travers les festivals. Il y a une vraie actualité sur Internet, sur la page Facebook notamment, et on peut encore le découvrir. C'est absolument génial ce que vous faites. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on n'abandonne pas les jeux qu'on fait. C'est pas parce que le Kickstarter est passé qu'on s'en désintéresse. Au contraire, on va même organiser le plus gros tournoi Mythic Battles lors de ce qu'on appelle le Mythic Day, qui aura lieu le 2 septembre, où les gens vont être réunis dans un lieu absolument magique. Ils vont pouvoir faire le plus gros tournoi, ils vont pouvoir discuter avec nous, ils vont pouvoir peindre des figurines parce qu'on aura un peintre pro qui va leur montrer. Ils vont pouvoir découvrir le prochain jeu qu'on va faire. Voilà, c'est quelque chose qui est important.
nos jeux, on y consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et on veut montrer que quand on prend un de nos jeux, on les laisse pas tomber derrière. Il y a un vrai suivi, et même après la commercialisation, ça va continuer. Donc c'est très gentil à vous de l'avoir remarqué, et justement, on va continuer comme ça. Une autre campagne qui va arriver très prochainement pour Mythic Games, et cette fois ce sera que Mythic Games, il n'y a pas Monolith derrière. C'est un nouveau jeu qui s'appelle Time of Legends, Joan of Arc, Oui. avec d'autres particularités. Ça reste toujours un jeu de plateau avec des figurines, mais là on parle de toute autre chose, un nouvel univers, des figurines qui sont pas de la même taille, des scénarios même, on va dire que c'est même plus scénarisé que Mythic Battle. Il vient d'où ce projet? Alors, c'est comme tous nos projets. C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis 2 ans déjà, même un peu plus que 2 ans, et qui est d'un autre auteur, qui est également un ami, qui s'appelle Pascal Bernard, qui est un auteur qui a publié une trentaine de jeux depuis ses débuts. Son premier jeu s'appelait Montjoie, et il était déjà sur la guerre de 100 ans, Jeanne d'Arc. Donc c'est quelqu'un qui est une véritable encyclopédie sur cette période fascinante du Moyen-Âge. Et lors d'une discussion, et en voyant un petit peu déjà le succès de Conan, le succès de la préparation de Mythic Battles, on s'est dit que ça pourrait être un projet très intéressant et justement novateur, différent de ce que les gens ont l'habitude de voir sur Kickstarter, où il y a une petite tendance à ressortir souvent les choses qui ont marché. Vous voyez les formules, hein, je dirais. Il y a beaucoup de jeux qui font du copier-coller coopératif en 30 mm, voilà, avec des grosses figurines et beaucoup de matériel. Et un projet comme Jeanne d'Arc, Joan of Arc, il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur Kickstarter. Alors comme vous le dites, déjà il y a le format. On a choisi un format 15 mm, c'est-à-dire plus de 2 fois plus petit que les figurines habituelles sur Kickstarter, et notamment celles de Mythic Battles. Donc les fantassins vont faire 15 mm, mais grâce au progrès de la technologie de la sculpture digitale, nous sommes en mesure de croire que ce seront parmi les plus belles figurines 15 mm du marché. Ce sont de vraies figurines avec des détails absolument incroyables. Et donc, l'avantage premier, c'est évidemment qu'on peut jouer sur des tables de taille normale, on n'a pas besoin de tables gigantesques pour jouer, et ça couvrira un grand espace dans le jeu. Donc on peut jouer vraiment véritablement sur un village, on peut avec ses environs, sur des forêts, et pas juste sur une toute petite portion de terrain. Autre avantage, c'est qu'on peut mettre beaucoup de figurines dans une même boîte, puisque les figurines sont plus petites, donc on va pouvoir jouer avec parfois de l'escarmouche si on veut, donc une petite bande qui va venir mener des enquêtes, mais on peut jouer aussi avec une armée complète qui va se battre contre une autre armée, en l'occurrence les Français contre les Anglais, puisqu'on est dans la guerre de 100 ans. Autre avantage, c'est qu'on peut mettre des décors. Les décors sont très appréciés des figurinistes et des joueurs en général, mais sur des jeux en 34 mm, c'est très rare d'avoir des décors parce qu'ils prennent des places pas possibles. Donc en général, vous avez des figurines, vous avez quelques éléments de décor, genre des tonneaux, mais vous avez rarement des maisons complètes, des temples, alors que là, on va avoir dès la boîte de base des maisons, des auberges, des églises, des ponts, des moulins, des arbres, des ruines, tout ça dans la boîte de base, vous voyez. Donc on a véritablement, dès la mise en place, un véritable petit monde qui apparaît sous vos yeux. Et la dernière originalité, c'est le système de jeu qui permet de jouer à la fois des enquêtes et de l'investigation et des batailles de masse, tout ça avec un système extrêmement simple et un cadre fabuleux qui est le cadre de la guerre de 100 ans. Il faut savoir que la guerre de 100 ans, c'est l'apogée de la chevalerie. C'est à ce moment-là que les chevaliers étaient les plus puissants et qu'on en avait autant. Enfin, après la guerre de 100 ans, ils ont commencé à décliner. Et c'est un cadre que les gens connaissent bien et qui fonctionne bien, puisque une série comme Game of Thrones, l'auteur s'est carrément directement inspiré des Rois Maudits, de la guerre de 100 ans, de la guerre des Roses.
c'est-à-dire vraiment cette période-là, pour écrire ses romans. Et c'est vrai que quand on lit des livres, et c'est ce que nous avons fait justement, c'est beaucoup renseigné, et d'ailleurs j'en lis un en ce moment qui est absolument passionnant, qui s'appelle La guerre de 100 ans par Georges Minois, il est disponible en poche, eh bien on se rend compte que tout ce qu'on voit dans Game of Thrones existait parfois en pire pendant je dirais au niveau de la cruauté, des complots, et puis là aussi, dans la guerre de 100 ans, c'est un trône, le trône de France, dont on veut s'emparer, que ce soit les Anglais qui estiment qu'ils sont les descendants légitimes, ou les Français qui ont changé un petit peu les règles de la transmission aristocratique, et puis d'autres pays comme la Navarre qui de temps en temps vont s'allier, parfois revendiquent le trône et vont s'allier parfois avec les Anglais, parfois avec les Français. En fait, on est vraiment dans ce contexte-là, et donc c'est quelque chose qui parle aux gens. Et comme pour Mythic Battles, ce que nous avons voulu également, c'est rajouter ce côté mythique, justement, ce côté le folklore, les légendes que tout le monde connaît. Et donc, on sait qu'au Moyen-Âge, si on regarde les tapisseries ou les dessins qu'il faisait, il croyait à toutes sortes de choses. Donc, il brûlait les gens pour sorcellerie, donc il croyait aux sorcières, il croyait aux fantômes, il croyait aux loups-garous, il croyait au diable. Eh bien, tout ça, aux licornes, tout ça, ça y est, tout ça, c'est dans le jeu. Tout le côté fantastique auquel on croyait se trouve dans le jeu, ce qui donne un univers cohérent, parce qu'on n'est pas du tout dans le Tolkien, il n'y a pas d'orques, de gobelins, on est vraiment dans le culturel, dans toutes les croyances que nous connaissons tous et qui arrivent de manière parfaitement en osmose avec le reste de l'univers. Et comme pour Mythic Battle Panthéon, vous avez décidé de préparer au mieux la campagne à venir. Ce jeu, on peut l'essayer à travers une tournée qui sillonne les routes de France. Complètement. C'est tout à fait ça. On a fait ce qu'on appelle le Tour of Legends, puisqu'il y a Time of Legends, donc là c'est le Tour of Legends. Et on a déjà commencé et nous avons énormément de dates. Donc si on va sur notre page Facebook, Time of Legends, Joan of Arc, vous verrez qu'il y a des dates partout dans toute la France et également à l'étranger. On sera à Essen, on sera à la Gen Con. Et chaque fois, on révèle des petites surprises. Par exemple, je pense qu'on a commencé à teaser sur un dragon, puisque évidemment, on croyait aussi au dragon à cette époque, qui est l'incarnation du diable, hein, le dragon, l'une des incarnations du diable. Et la particularité de notre dragon, c'est que c'est peut-être la plus grosse figurine de dragon jamais montrée sur Kickstarter, et peut-être même en termes de créatures jouables dans un jeu. Il est gigantesque, c'est-à-dire que si vous regardez on aimait bien jouer avec les échelles dans Mythic Battles, hein. On voyait des titans, des dieux à côté de mortels, et donc les dieux seront plus de 2 fois la taille des humains, et les titans font 2 fois la taille des dieux, donc ça fait déjà des créatures imposantes. Eh bien, vous pourriez prendre les 4 titans qu'on a mis dans Mythic Battles, et ils pourraient se mettre tous les 4 sur le dos du dragon. C'est pour vous donner une idée un peu de la taille. Ce dragon va être gigantesque, et c'est pas la seule grosse créature qu'on aura. Le dernier avantage dont j'avais oublié de parler tout à l'heure du 15 mm, c'est que les effets d'échelle sont spectaculaires. Quand vous mettez une grosse créature à côté d'une toute petite figurine de 15 mm, vous avez vraiment l'impression de vous retrouver dans un film à grand budget, hein. Vous avez une créature qui peut détruire les maisons, qui peut cracher du feu, on le voit, quoi. C'est d'autant plus spectaculaire. Et bien, c'est ce qu'on va faire également dans ce jeu et pendant cette campagne. Donc, lorsqu'on tourne, on révèle des petites surprises. Lors de certaines grosses réunions comme la Gen Con, on va carrément montrer en entier le dragon. Et je peux vous dire que ça va faire du bruit parce qu'il est incroyable, ce dragon. Mais comme je vous ai dit, c'est pas le seul. On en aura d'autres. Et évidemment, lors de la campagne Kickstarter, on va scénariser tout ça pour essayer de faire un vrai show du début à la fin. Un autre point fort de Time of Legend, Joan of Arc, c'est que c'est pas simplement de la bataille de petites figurines, ce sera scénarisé, enfin il y a plusieurs façons de jouer, et que vous avez aussi démontré que la peinture sur figurine n'est pas réservée à une élite, et que le 15 mm peut être aussi facile que le 32 mm. Vous le démontrez à travers des figurines que vous proposez dans les salons, qui sont peintes par des gens qui n'avaient jamais peint avant. C'est exactement ça.
Quand on montre nos belles figurines 15 mm peintes par un peintre professionnel, les gens sont stupéfaits, ils se disent mais comment il arrive à peindre autant de détails sur une figurine aussi petite? Ça paraît presque impossible. Eh bien, on s'est amusé à prendre des gens qui n'avaient jamais peint de leur vie, d'accord? Par contre, on les a guidés pour peindre en leur disant ce qu'il fallait qu'ils fassent, donc les couches de base, du lavis, et on se rend compte qu'il est beaucoup plus facile d'obtenir un résultat tout à fait correct quand on ne sait pas peindre sur du 15 mm que sur du 32 mm, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que la façon dont nous avons sculpté les figurines, les surfaces sont tellement détaillées, tellement précises que déjà mettre les couleurs de base, c'est plus facile. Et la sculpture est tellement précise, les arêtes tellement bien faites, par exemple sur les visages, que lorsque vous mettez une pointe de lavis, alors ceux qui me connaissent savent de quoi je parle, ceux qui ne me connaissent pas, c'est simplement, on va dire, une peinture extrêmement diluée, presque de l'eau, avec juste une encre, une encre très 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 diluée. À ce moment-là, ça se met automatiquement tout seul dans les creux du visage, tellement la figurine est précise, et vous avez un visage qui apparaît, qui suffit largement lorsqu'on veut jouer. Et la figurine qu'on a montrée comme ça, qui était peinte par des gens qui n'avaient jamais peint avant, les gens en général sont stupéfaits de voir ça. Ils disent c'est pas possible, c'est pas un débutant qui a peint ça. Si, c'est un débutant, et les gens vont se rendre compte, ceux qui voudront peindre leur figurine vont se rendre compte que c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Il y a une difficulté qui est peut-être pour les boucliers. Vous savez que les emblèmes, les blasons. Les blasons des différents chevaliers sont importants pour qu'on les reconnaisse, puisque on ne reconnaît pas, il n'y a pas d'uniforme au Moyen-Âge. On ne peut pas reconnaître des combattants anglais, des combattants français. Ils n'ont pas d'uniforme, ils ne sont même pas forcément appareillés. Et souvent, on les reconnaît grâce au drapeau qu'ils portent et au blason des chevaliers. On va reconnaître tout de suite le blason d'un chevalier anglais célèbre. Ses armoiries sont connues. Il y a souvent des couleurs très vives et il y a des petits dessins. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fournir des décalcomanies, des petites décalcomanies que les gens pourront coller sur les boucliers des chevaliers. Ce qui fait qu'ils auront juste à peindre la couleur de base, ils colleront le décalcomanie dessus et ils auront un résultat très précis sans être des experts de peinture. Vous l'avez compris, Joan of Arc, Time of Legend, Joan of Arc, est un jeu qui s'adresse au plus grand nombre, que vous soyez débutant, que vous soyez confirmé, que vous vous intéressiez à l'histoire, que vous vous intéressiez au mythe aussi. Ce jeu est sûrement fait pour vous. En tout cas, Mythic Games fait en sorte que ce jeu soit fait pour vous. Merci beaucoup, Léonidas. Merci à vous. On peut peut-être préciser que la campagne Kickstarter va sûrement commencer fin septembre, courant octobre. Elle va commencer en septembre-octobre. On n'a pas encore la date parce qu'on attend de voir et de discuter avec les acteurs importants pour trouver la meilleure date possible. Septembre-octobre et pas plus tard que novembre. Mais je dirais les 2 mois les plus probables au moment où je vous parle, c'est septembre-octobre. Elle va durer 1 mois et il va se passer des choses. Et ce sera des boîtes complètes, vous l'avez dit, on ne retrouvera pas que simplement des figurines, il y aura des décors, ce sera vraiment bien fait. Il y aura un jeu de rôle aussi, parce que on est à nouveau en contact avec Black Book et qui sont très intéressés parce que c'est un beau contexte de jeu de rôle également. Donc il y a toutes les chances qu'il y ait également un jeu de rôle sur Jeanne d'Arc. On invite les gens à se rendre sur la page Facebook Time of Legends Joan of Arc pour avoir le calendrier. Et surtout, si vous voulez commencer à tester le jeu, c'est possible car il tourne dans toute la France. Il était à Paris Ludique, il est à Paris, il est dans plein d'endroits. Vous êtes arrangé pour qu'il y ait plusieurs démonstrateurs en France qui puissent le faire montrer au plus grand nombre. Exactement, un petit peu partout. Et à chaque fois, on fait tester des scénarios, parce que vous avez raison, c'est un jeu extrêmement scénarisé. Il y a un des scénarios de démonstration qui se base, comme pratiquement tous nos scénarios, sur des faits réels historiques rapportés, même quand c'est du fantastique. Par exemple, le scénario qu'on peut découvrir dans nos démonstrations, c'est ce village qui existe en France, qui s'appelle le Pendu au Loup, et qui doit son nom justement à ce qui s'est passé à cette époque,
en pleine guerre de 100 ans. Il y a 20 loups qui sont entrés dans une église, et donc évidemment c'est un événement peu courant. Et il y avait un des villageois qu'on n'arrivait pas à retrouver, et donc il y a eu toute une histoire qui s'est faite. On a imaginé que c'était un loup-garou, on a fait intervenir l'église, les chevaliers, et ils ont pendu, quand ils ont retrouvé l'individu, ils l'ont pendu, et le nom du village porte le nom de pendu au loup de cette époque. Et donc dans le jeu, on peut jouer soit un loup-garou, parce que là c'est un vrai loup-garou qui peut se transformer en loup-garou, soit les chevaliers et le prêtre qui vont venir, et leurs hommes qui vont venir enquêter dans ce village pour essayer de trouver quel est le villageois qui se cache, qui est un loup-garou, et on ne le sait pas au départ. Et ils ne peuvent pas se permettre non plus de tuer tout le monde, ou de tuer des innocents, puisqu'ils le font pour une raison religieuse. Ils ne le font pas de manière trop fanatique quand même, et donc ça donne un scénario tout à fait narratif. Et comme vous l'avez dit, il y a d'autres scénarios qui sont beaucoup plus de bataille. C'est un jeu qui raconte une histoire à chaque fois. Et donc là, en ce moment, on fait tourner ça dans toute la France. Time of Legends, Joan of Arc, chez Mythic Games. Merci beaucoup Léonidas Vesperini. Je rappelle que vous êtes le directeur de Mythic Games et que on a hâte de voir ce que vous allez nous proposer, parce que après Mythic Games, après Joan of Arc, où est-ce que vous allez monter la barre, hein? Vous verrez. On a d'autres, bien sûr, on est toujours en train de penser à la suite. Là, on est totalement concentré sur Joan of Arc, mais bien entendu, il y aura autre chose. On imagine. Merci beaucoup, à bientôt. À très bientôt.